Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, un peu plus détente. Il y aura peut-être un peu moins de montage et ça sera un peu plus naturel. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Merci d'ailleurs à ceux qui ont répondu à mon message. Alors, il y a eu beaucoup de questions, certaines personnes en ont posé plusieurs, donc par souci d'équité, je vais essayer de répondre en tout cas à tout le monde. Puisque je vais essayer de répondre à toutes les personnes qui m'ont laissé un message, je ne vais pas trop entrer dans les détails et surtout je vais essayer d'organiser en 3 catégories les questions qui m'ont été posées. Je vais mettre les chapitres, comme ça vous pourrez naviguer un peu plus facilement pour trouver le thème qui vous intéresse. Et puis il y a certaines questions qui sont vraiment très intéressantes et qui sont sur des sujets que je ne connais pas forcément et qui mériteraient probablement d'ailleurs une vidéo à part entière. Je vais quand même essayer d'y répondre le plus simplement possible en me basant sur mon expérience et ce que j'ai vu et entendu depuis que j'habite au Japon. Allez, c'est parti pour les questions. Alors, première question de Emma Barr qui me demande comment et quel visa pour venir habiter au Japon. Le plus simple, c'est le PVT, le visa vacances-travail. Si vous avez moins de 31 ans, il faut simplement justifier de ressources sur votre compte en banque et vous pouvez l'obtenir assez facilement et ça vous permet d'étudier au Japon et de voyager et de travailler un petit peu. Pour ce visa et pour les autres visas dont je vais vous parler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez toutes les informations sur le site de l'ambassade du Japon ou sur d'autres sites qui ont listé et expliqué beaucoup plus clairement que ce que je pourrais faire les conditions pour obtenir ces visas. Le deuxième visa le plus simple à obtenir à mon avis, c'est le visa d'étudiant. Il vous permet de venir au Japon pour étudier le japonais dans une école de japonais. La plupart d'entre vous connaissent déjà probablement ce visa, mais on m'a déjà posé plusieurs fois la question de savoir si c'était limité en âge par exemple. Alors non, il n'y a aucune limite d'âge. Moi je suis venu quand j'avais 33 ans, j'ai un ami qui est venu à 40 ans et je connais même une ancienne collègue qui avait plus de 50 ans quand elle est venue. Donc pour le visa étudiant, pas de limite d'âge. Il y a bien entendu des conditions de ressources à respecter pour obtenir ce visa et il ne faut pas oublier de prendre en compte les frais de scolarité qui peuvent s'élever à 6 ou 7 000 euros par année en fonction de la ville et en fonction de l'école. Il y a aussi 2 visas qui sont beaucoup moins connus. Le premier, c'est le visa pour activité culturelle. Ça vous permet de venir au Japon pour apprendre une activité culturelle typiquement japonaise. Donc vous pouvez venir par exemple pour faire des sports comme le karaté ou le judo, ou pour apprendre la cérémonie du thé, ou pour apprendre la calligraphie. Donc si certains d'entre vous sont passionnés et souhaitent venir étudier un art, une technique spécifiquement japonaise au Japon, eh bien ce visa est fait pour vous. Un dernier visa dont on n'entend pas beaucoup parler parce qu'il est réservé à une tranche très fine de la population, c'est un visa de longue durée pour tourisme. Ce visa permet aux personnes ayant beaucoup d'argent de rester jusqu'à 1 an au Japon simplement pour voyager, s'amuser, faire du tourisme. Alors attention, il y a une grosse condition, vous vous en doutez, c'est d'avoir 30 millions de yens sur un compte. Ça fait à peu près 230 000 euros. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça existe. Après, évidemment, pour travailler au Japon et y habiter sur le long terme, le visa le moins chiant, c'est le visa d'époux. Alors attention, je ne vous dis pas du tout de vous marier avec n'importe qui pour obtenir un visa, mais le fait est que beaucoup de Français qui habitent ici depuis très longtemps ont un visa d'époux, parce que c'est vraiment le plus simple à renouveler et le plus simple à obtenir une fois qu'on est marié avec un Japonais ou avec une Japonaise. Voilà, après bien sûr, vous avez les visas travail, les visas pour les spécialistes, les visas artistiques. Je ne vais pas faire tous les visas, regardez sur le site de l'ambassade du Japon. Alors, deuxième question d'Aurélie qui demande si c'est difficile d'aller dans les campagnes un peu isolées et si l'anglais suffit pour se débrouiller ou est-ce qu'il vaut vraiment mieux parler japonais. J'ai pas vraiment d'expérience dans les campagnes vraiment isolées, mais en tout cas dans tous les endroits où je suis allé, il y avait toujours au moins un bus pour se rendre sur un lieu qui était un tout petit peu touristique. Donc si vous voulez aller dans un endroit même au fin fond de la campagne mais qui est un tant soit peu touristique, par exemple une cascade, un temple ou quoi que ce soit, il y aura à mon avis toujours un bus pour y aller. Concernant la langue, alors déjà dans les grandes villes avec l'anglais, c'est pas toujours évident, mais alors dans les campagnes, je pense que seulement reposer sur l'anglais, ça va être difficile. Mais honnêtement, au Japon, les gens sont super sympas et serviables. Dans les campagnes, je pense que c'est la même chose. Donc si vous arrivez à communiquer simplement avec des gestes, avec des photos, vous arriverez toujours à vous débrouiller. Donc voilà, si vous avez envie d'aller au fin fond de la campagne japonaise, ne vous bloquez pas à cause de la langue. Je pense que vous arriverez toujours à vous débrouiller et à trouver quelqu'un de sympa pour vous aider. Je sais que certaines personnes qui regardent ma vidéo sont résidents au Japon et habitent à la campagne, donc si vous avez de l'expérience sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour compléter ce que je dis, bien entendu. Question de Jules maintenant qui demande si j'ai des endroits à conseiller pour visiter au Japon à part Tokyo. Alors il y a énormément d'endroits, je pense que toutes les régions du Japon ont des lieux magnifiques à visiter et des endroits vraiment très intéressants, mais je vais en présenter 2 ou 3 où je suis allé et qui m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, sans trop s'éloigner de Tokyo, évidemment, il y a Nikko, il y a Hakone.
Il y a aussi Atami ou Miura qui sont des péninsules qui sont vraiment très sympas où vous avez la mer et la montagne et des onsen, donc c'est vraiment très sympa à visiter. Ensuite, j'avais beaucoup apprécié mon voyage à Hokkaido, à Sapporo. J'étais pas resté très longtemps, mais la ville était très jolie. Et lors de ce voyage, j'étais allé à Noboribetsu qui est une source thermale et où il y a une activité volcanique, donc on peut visiter la montagne, il y a des sources naturelles chaudes et il y a une très forte odeur de soufre, mais c'est très sympa à visiter. De l'autre côté du Japon, à Kyushu, j'avais beaucoup apprécié ma visite de Beppu, Oita et Yufuin. Ce sont trois villes très célèbres pour leurs sources chaudes et il y a beaucoup de bains différents, il y a beaucoup de bains de couleurs différentes aussi, donc c'était vraiment un voyage magnifique. En plus, la nature à Kyushu est vraiment très belle, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à Kyushu. Évidemment, il y a beaucoup d'autres villes qui méritent le détour, que ce soit Kyoto, que ce soit Osaka, que ce soit Nagoya, ou que ce soit Kagoshima, Nagasaki, bref, toutes les villes ont quelque chose de très intéressant. Mais si je devais vous conseiller une destination qui n'est pas trop prisée par les voyageurs en général, eh bien je vous dirais d'aller faire un tour à Kyushu. Alors, question suivante, Jamelina me demande s'il y a des endroits à absolument éviter au Japon. Alors moi je n'en ai jamais vu, il n'y a vraiment aucun endroit où je suis allé où je me suis dit ah j'aurais mieux fait de pas y aller. Donc je dirais que non, il n'y a pas vraiment d'endroit à éviter à tout prix au Japon. Si certains d'entre vous ont déjà vu un endroit du Japon qu'ils déconseillent vraiment fortement, qu'ils ont eu une très mauvaise expérience ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que tout le monde puisse le lire. Elle demande aussi si un road trip au Japon en stop c'est une utopie ou si c'est vraiment quelque chose de faisable. Jusqu'à il y a quelques jours, je t'aurais dit que c'était une utopie parce que j'ai jamais vu personne faire du stop, mais bon, en même temps, je conduis pas de voiture, donc ça aide pas. Mais dans une de mes vidéos précédentes, quelqu'un a laissé un commentaire pour dire qu'il avait fait un road trip en stop du nord au sud du Japon et que ça avait été une très bonne expérience. Je vais essayer de retrouver son commentaire et de l'insérer au montage, mais si tu te reconnais et que tu peux laisser un nouveau commentaire sous cette vidéo, ça serait super sympa, ça aidera beaucoup et ça intéressera Jamelina et probablement plein d'autres personnes. Dernier point évoqué par Jamelina, est-ce qu'il vaut mieux ramener 5 valises avec soi ou envoyer des colis du Japon vers la France? Alors là, ça dépend entièrement de ce que vous envoyez. Si c'est des mangas, je pense que vous pouvez les envoyer sans trop de risque du Japon, ça va vous coûter un peu cher, mais probablement beaucoup moins cher que des valises supplémentaires dans l'avion. Maintenant, si vous envoyez du matériel un peu sensible, moi j'ai aucune confiance dans la poste française, peut-être à tort, mais en tout cas, personnellement, j'ai jamais rien envoyé de valeur par la poste. Bien, question suivante, Marie demande si j'ai une saison préférée, et je crois d'ailleurs que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la même question. Alors au printemps, la saison est plutôt agréable, il y a les cerisiers en fleurs, tout ça, mais il y a aussi du pollen, et moi je suis allergique au pollen, donc pour moi, c'est pas vraiment ma saison préférée. En été, il fait vraiment trop chaud et trop humide, donc pour visiter ou pour vivre, c'est pas forcément très agréable. Par contre, j'adore l'automne, le climat est très agréable, ça reste très très doux, il fait plutôt beau en général, et en plus vous avez les feuilles d'automne, les koyo, donc c'est très joli à voir. Mais personnellement, en tant que résident ou même en tant que touriste, j'ai une petite préférence pour la fin de l'année et le début de l'année, avec Noël, Oshogatsu, tout ça. Alors je parle de Yokohama et de la région, mais le climat est plutôt agréable, il fait très beau. Il fait froid, mais sans plus, c'est rien comparé au nord du Japon par exemple. Il y a beaucoup de décorations de Noël de partout, donc on est un peu aussi dans l'esprit de Noël, comme on peut l'être en France, donc ça manquera pas du tout si vous venez même passer Noël pour les vacances au Japon. Et au Nouvel An, j'en parle un peu dans ma vidéo sur les fêtes, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, elle est par ici, allez la voir après cette vidéo. Les Japonais vont prier au temple pour la première prière de l'année. Et du coup, dans tous les temples, vous pouvez voir des gens en kimono, donc c'est assez sympa quand on est touriste de voir des Japonais, des Japonaises avec des jolis kimonos. Et en plus, le long des rues qui mènent au temple, vous avez beaucoup de petits stands qui vendent de la nourriture et des spécialités. Donc c'est vraiment une très bonne expérience je trouve et c'est très sympa quand on est touriste. Autre point intéressant, c'est que début janvier, à partir du 1er, du 2 ou du 3, ça dépend des lieux et ça dépend des magasins, il y a énormément de soldes très intéressants. Donc si vous voulez faire du shopping au Japon, eh bien moi je vous conseille de venir au début de l'année, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Attention, petit bémol, c'est que pendant cette période, il y a des magasins qui sont fermés, des musées, des temples, c'est très rare que ça ferme, mais pendant la fin d'année, le début d'année, ça arrive. Donc faites attention avant de venir, si vous êtes fan de musée, évitez peut-être cette période. Pour en terminer avec cette première partie, une question de Peltis qui me demande si j'ai déjà eu des déboires en tant que touriste au Japon. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu mon interview sur la chaîne du Japon en noir et blanc avec Kevin, j'ai parlé un petit peu de la fois où on m'a volé ma valise au Japon. Nani ? Donc oui, ça arrive au Japon, il y a des vols et j'ai pas retrouvé ma valise. J'ai vécu 30 ans à Marseille, on m'a jamais rien volé parce que je faisais vraiment très attention. Mais lors de mon deuxième ou troisième voyage au Japon, je crois, je me suis fait voler ma valise à Ueno. C'était le jour de l'arrivée, on descendait de l'avion, on était fracassés, on n'avait pas bien dormi et lors d'un changement à Ueno, j'ai laissé ma petite valise sur le quai pour aller récupérer ma grosse valise en haut des escaliers et quand je suis redescendu, elle y était plus. Alors on a cherché partout, on a demandé à tout le monde mais on ne l'a pas retrouvée. Et quand j'ai fait ma déclaration de vol au commissariat, le policier nous a dit qu'il y avait souvent des vols à Ueno ou dans les grandes gares et qu'il y avait des pickpockets qui guettaient justement les groupes de touristes qui arrivaient de l'aéroport. Parce qu'on est un grand groupe, on est fatigué du voyage, on est excité d'arriver au Japon et puis on se dit oh Japon c'est sûr, on fait un petit peu moins attention. Et donc voilà,
ça arrive, ça m'est arrivé, donc faites attention, même au Japon, il y a des pickpockets, il y a des voleurs. Je sais pas s'ils sont japonais ou pas japonais, mais bon, ça change pas grand chose au résultat. On m'a piqué ma valise avec mon ordinateur, mon dictionnaire électronique et beaucoup de choses importantes à l'intérieur. C'était ma seule et unique mauvaise expérience au Japon. Depuis que j'habite ici, il m'est jamais rien arrivé, hein. Je laisse mon sac sur la table au Starbucks avant d'aller aux toilettes ou d'aller commander. Pareil de partout. J'ai jamais eu aucun problème. Mais bon, surtout quand on est touriste et qu'on voyage en groupe, on peut être vraiment la cible de pickpockets et de personnes malhonnêtes, hein, même au Japon, donc soyez prudents. Allez, nouvelle catégorie, nouveau t-shirt. On va parler maintenant de mon expérience et de mon opinion sur pas mal de trucs au Japon, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur le sujet, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alexandre demande sur quels aspects est-ce que je préfère le Japon. Alors, ma réponse va pas être très originale, mais bien sûr, c'est la sécurité en premier, la propreté et la gentillesse des gens. Je rentre très souvent à 21h, 21h30 après le travail, je marche dans une rue sombre et pas très bien éclairée et jamais de la vie, pas même une seconde depuis que j'habite au Japon, je me suis senti en insécurité. Et pour l'instant, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel ou autre, j'ai jamais rencontré de japonais vraiment désagréables. Alors bien sûr, il y a des cons au Japon, il y en a partout, mais en tout cas, personnellement, tous les japonais que j'ai côtoyés étaient vraiment très gentils, très polis, très attentionnés, peut-être en partie grâce à mon travail, peut-être parce que je suis français, mais en tout cas, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Et tout ça, la sécurité, la propreté, la gentillesse des gens, le respect des règles, ça fait que le Japon, c'est vraiment très facile à vivre. Il n'y a pas de stress, je me sens jamais oppressé, je me sens jamais inquiété, donc c'est vraiment très relaxant. Et je suis vraiment toujours détendu. Voilà, donc ça c'est vraiment une des choses que je préfère au Japon. DXRuma, excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, pose des questions sur la chaîne. Est-ce que je compte maintenir le rythme d'une vidéo par semaine et est-ce que j'ai d'autres formats prévus? Alors, le rythme d'une vidéo par semaine, je m'y tiens pas trop et franchement, c'est un peu difficile. Je fais de mon mieux pour faire des vidéos régulièrement, mais je pense que plutôt une tous les 10 jours, une tous les 15 jours, c'est plus raisonnable. Ça dépend évidemment du type de vidéo. Du coup, enchaînement tout trouvé sur le format de la vidéo. Effectivement, j'ai vraiment très envie de faire d'autres formats, notamment des vlogs. Alors, j'en ai fait un petit dans le temple à côté de chez moi pour m'entraîner. Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets quand même le lien, allez le voir. Et quand ce sera possible financièrement et aussi vis-à-vis de la crise sanitaire, j'aimerais vous faire visiter d'autres endroits de Yokohama ou tout simplement du Japon. Je rêve vraiment d'aller visiter plein d'endroits au Japon pour les filmer et pour vous les faire découvrir. Idéalement, j'aimerais que ces vidéos soient un peu comme des petits guides de voyage pour vous aider, vous, quand vous viendrez au Japon. Donc j'aimerais vous présenter des endroits, vous expliquer comment y aller au départ de Tokyo par exemple, dans quel hôtel rester, quelles sont les spécialités culinaires locales, est-ce qu'il y a des bons restaurants, bref, beaucoup d'informations pour vous aider à profiter du Japon quand les frontières sont ouvertes. Bien sûr, j'aimerais aussi profiter moi aussi, mais bon, si je me filme seulement moi en train de profiter, de m'amuser dans un endroit magnifique, pour vous, ça va être un peu frustrant et pas forcément très utile. Et puis honnêtement, il y a déjà plein d'autres youtubeurs qui font des vidéos comme ça, avec du meilleur matos que moi et des meilleures techniques que moi, donc leurs vidéos sont magnifiques, on peut voir des paysages extraordinaires, mais très souvent c'est en anglais et on ne sait pas forcément exactement où c'est, comment s'y rendre, quels sont les hôtels conseillés, est-ce qu'il y a des restaurants à voir, quelles sont les visites sur place à faire. Voilà, c'est un format de vidéo auquel je réfléchis et j'aimerais vraiment pouvoir être en mesure de vous le proposer bientôt, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, et si vous avez des idées, des propositions pour améliorer ce concept, eh bien n'hésitez pas, je lirai tous vos commentaires. Voilà, j'ai beaucoup d'idées de formats, j'espère que ça va évoluer avec le temps, j'y travaille et j'espère pouvoir vous proposer petit à petit de nouveaux formats. Il me demande aussi quel youtubeur est-ce que je regarde sur le YouTube Japon. Alors il y a une autre personne qui m'a demandé la même chose et la réponse va être la même, personne. Voilà, je regarde pas du tout le YouTube Japon. J'ai vu 2-3 vidéos des plus gros youtubeurs japonais mais ça m'a vraiment pas marqué, pas intéressé donc j'ai pas insisté. Voilà. Allez, question suivante, Nerlinona, là aussi je suis pas sûr pour la prononciation, me demande s'il y a des aspects du comportement des japonais ou des japonaises qui me gênent ou qui me déplaisent un peu au jour le jour. Alors franchement j'ai réfléchi un petit peu et non. Voilà, j'ai pas trouvé de comportement de japonais qui me dérangerait ou qui me gênerait. Vraiment, il n'y a rien, en tant que français, encore une fois, qui me dérange. Et du coup, il n'y a aucun comportement qui m'a fait vraiment un choc culturel. Je me suis jamais dit, oh là vraiment, on est au Japon, c'est pas du tout comme en France. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné ou qui m'ont interpellé au Japon, dans le comportement des Japonais, mais plutôt entre eux, ou plutôt dans le fonctionnement de la société. Mais par rapport à moi, en tout cas, il n'y a jamais eu aucun problème, il n'y a jamais rien qui m'a choqué. Elle pose aussi une jolie question qui est, est-ce que dans ma vie quotidienne, il y a quelque chose qui me rend heureux, qui me fait sourire? Tous les matins, je prends le même chemin pour aller à la gare, je marche devant le sanctuaire qui est en face de l'étang que je vous ai montré dans une de mes vidéos, et tous les matins, je me dis, putain que je suis bien au Japon. C'est agréable, c'est joli, en fonction des saisons, les couleurs changent,
on entend les cigales, on entend les bruits de la nature. Je me dis que j'habite vraiment dans un très bon quartier, très sympa, et que je suis vraiment très heureux d'habiter là. On passe aux questions d'Alaric qui demande si j'ai déjà mangé dans des restaurants français au Japon. Alors oui, il y a beaucoup de restaurants français au Japon. Il y en a des bons et des moins bons. Alors il y a beaucoup de restaurants français au Japon qui sont un peu à la française, le style est français, mais honnêtement, la cuisine n'est pas très authentique. Et du coup, ces restaurants, souvent, il n'y a pas grand chose à manger, c'est pas mauvais, hein, mais c'est très cher et c'est pas très copieux. Par contre, il y a aussi de très bons restaurants où je retrouve vraiment le goût de la nourriture française. Il n'y a pas de chichi, c'est simple, mais c'est vraiment très bon et c'est comme en France. Et d'ailleurs, avant le coronavirus, j'allais souvent manger dans un restaurant qui est un peu loin de chez moi parce qu'il est à Ushigome Kagurazaka, c'est à côté du quartier de Kagurazaka à Tokyo. Pour ceux qui ne connaissent pas, le quartier Kagurazaka, c'est un peu le quartier français entre guillemets, il y a beaucoup de restaurants et de boulangeries françaises par exemple. Et ce restaurant est un petit peu à l'écart de tout ça et il est vraiment délicieux, le chef est super sympa, il a travaillé en France pendant plusieurs années, il fait lui-même son pâté, ses rillettes et c'est vraiment délicieux. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de me retrouver en France et je me régale. Heureusement, il y a un restaurant français aussi très bon qui est à côté de la gare où j'habite et le chef a aussi travaillé en France, il a travaillé dans des grands restaurants à Tokyo pendant très longtemps et quand il a pris sa retraite, il a ouvert un petit restaurant très simple qu'il tient avec sa femme à côté de ma gare. Et quand je vais dans son restaurant, vraiment, je me régale. J'ai vraiment le vrai goût de la cuisine française, comme ma mère le faisait ou comme je la mangeais en France. J'y ai mangé par exemple de la soupe de poisson avec de l'aioli, délicieuse. J'y ai mangé aussi de la queue de bœuf et de la joue de bœuf en ragoût, c'était à tomber par terre. Donc voilà, j'en ai cité que deux parce que j'en connais que deux, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'autres restaurants où on peut vraiment manger de la bonne nourriture française, sans chichi et pas hors de prix. Il demande aussi s'il y a des chanteurs ou des groupes japonais que j'apprécie et que je pourrais vous conseiller. Alors je ne suis pas trop l'actualité musicale japonaise, hein, mais en tout cas il y a deux groupes que j'apprécie vraiment énormément. C'est le groupe One Ok Rock, qui est un groupe de rock vraiment très sympa, je vous conseille vraiment d'écouter leurs chansons. Et le deuxième groupe c'est Radwimps, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait la bande originale du film Kimi no Na wa, Your Name en anglais, mais c'est un groupe vraiment très sympa qui a fait de très bons morceaux avant de faire le film et même après. Donc One Ok Rock, Radwimps, voilà, c'est mes deux coups de cœur japonais. On passe à la question de Zach qui m'a été posée plusieurs fois par d'autres personnes aussi, c'est qu'est-ce que je pense de l'État japonais ou de la politique au Japon en général. Alors c'est une question difficile parce que en étant étranger, j'ai pas le droit de vote, donc je m'y intéresse, mais franchement de loin. Mon point de vue personnel, hein, ça n'engage que moi, c'est que les hommes politiques au Japon, ils travaillent un peu pour leurs pommes et pour leur électorat. Il y a énormément d'hommes politiques très âgés. Les gens qui votent en général, ce sont aussi des gens très âgés. Donc il y a très peu de mesures, j'ai l'impression, encore une fois, hein, pour aider les gens plus jeunes, les familles, les jeunes précaires par exemple. Voilà, mon image est plutôt négative de la politique japonaise, hein. J'ai pas vraiment confiance en eux, je les trouve pas vraiment efficaces, je les trouve pas du tout honnêtes non plus. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est mon opinion personnelle. On revient à une nouvelle question de Marie qui me demande si la France me manque, si j'y retourne souvent, etc. Alors non, la France me manque pas du tout. Mes amis me manquent, mes filleuls me manquent, ma famille me manque, mais quand il n'y a pas de coronavirus, les gens peuvent venir assez facilement. Pour moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais aller en France, ça coûte vraiment trop cher. Et puis honnêtement, personnellement, jusqu'à maintenant, j'avais pas du tout envie de retourner en France, ça me manquait pas du tout. J'étais très bien au Japon. Par contre, maintenant que j'ai un fils, j'aimerais vraiment pouvoir y aller pour lui, pour qu'il puisse parler français, s'immerger, voir mes amis, voir un peu ses grands-parents, tout ça. Alors c'est vraiment dommage, hein, mais avec la crise sanitaire, que ce soit au niveau financier ou au niveau logistique, c'est vraiment pas possible d'aller en France, même en vacances avec mon fils, et je pense que après on va le regretter. Ça me permet d'enchaîner sur sa deuxième question, qui est est-ce que mon fils parle français, est-ce que je lui parle français, comment ça se passe à la maison? Alors oui, moi je parle seulement en français avec mon fils, alors souvent je lui parle en japonais, mais bon, j'essaye, je fais de mon mieux pour lui parler seulement en français. Il comprend très bien ce que je dis, mais par contre, il parle vraiment très peu français, voire même pas du tout. Pour ceux qui l'ignorent, mon fils a bientôt 5 ans et donc il parle très bien japonais, hein, il n'y a pas de problème, il chante, il lit les hiragana, etc. Mais pour le français, il comprend très bien, mais il parle pas souvent. Juste pour dire je veux regarder ou non pas maintenant ou attends 2 minutes. Mais voilà, ça s'arrête là, on peut pas discuter en français. J'aimerais vraiment qu'il comprenne et qu'il parle encore mieux le français, hein, qu'il ait à peu près le même niveau dans les deux langues, mais en étant isolé, coupé du monde comme on l'est maintenant, c'est juste pas possible. Je lui montre des dessins animés en français, je lui lis des histoires en français, je lui parle en français, il parle avec ses grands-parents, avec sa tante sur internet, mais bon, ça remplace pas le contact et l'immersion sur place. Et je crois que j'en ai parlé rapidement dans une autre de mes vidéos, mais mon fils va dans une école maternelle japonaise normale et il ira à l'école primaire et au collège japonais normaux. Pour deux raisons, parce que les écoles internationales, on parle seulement anglais et japonais, c'est hors de prix, les écoles françaises, c'est encore plus cher, et puis de toute façon, il va rester au Japon, il va grandir au Japon, donc je pense que c'est mieux qu'il ait une éducation japonaise comme tout le monde.
Marie demande aussi si je partage avec lui des fêtes ou des traditions qui existeraient en France mais qui n'existent pas au Japon. Pas vraiment, parce que toutes les fêtes principales que moi je fêtais quand j'étais en France, elles existent aussi au Japon. Alors il n'y a pas Pâques, il n'y a pas le chocolat, mais moi personnellement quand j'étais en France je fêtais pas trop ça. Ma mère m'achetait des chocolats, j'étais content, je les mangeais, mais bon, ça s'arrêtait là. Je suis pas religieux spécialement, pas pratiquant, donc toutes les fêtes religieuses pour moi c'était juste des jours fériés, comme pour beaucoup de Français j'imagine. Donc la fête la plus importante pour moi en France c'était Noël, et au Japon Noël est aussi très important, donc on fait un Noël à la française avec un repas, avec des bonnes choses à manger, des cadeaux, le sapin, tout ça. On retrouve Peltis pour une nouvelle question qui me demande si j'ai réussi à me faire des amis facilement pour sortir, faire des hanami, aller au karaoké, etc. Alors non, parce que depuis que j'habite ici, j'ai jamais essayé de rencontrer des Japonais. Mais quand j'étais touriste, j'allais souvent dans des soirées franco-japonaises, et à cette époque, j'avais énormément d'amis, de copains japonais, japonaises, avec qui je sortais très souvent tous les soirs. On allait faire des hanami, on allait aux izakaya, on allait au resto. Mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose de très difficile, et s'il n'y a pas de crise sanitaire et que vous allez dans ce genre de soirée, vous rencontrerez à coup sûr des Japonais très sympa et vous pourrez sortir, vous amuser avec eux. Une autre de ces questions est quel est le truc français qui me manque le plus au Japon? D'autres personnes me l'ont demandé aussi. Eh bien ma réponse est tout simple, le saucisson. Et oui, c'est pas très original, mais au Japon on peut trouver vraiment presque de tout, hein, du jambon cru italien de très bonne qualité, des bonnes pizzerias, des bons restaurants français, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a une chose qui est interdite d'entrer sur le territoire, c'est le saucisson français. Donc il n'y a aucun magasin qui en vend, il n'y a aucun moyen d'en acheter. Donc de temps en temps, je m'en fais envoyer quand même de France discretos dans un colis, ou quand un ami vient au Japon, il en met dans la valise, dans les chaussures, dans les chaussettes. Alors attention, j'ai entendu que maintenant c'était encore plus strict à l'aéroport, donc je vous déconseille fortement de mettre du saucisson même au fond de la valise. Si vous en voulez, si vous voulez en faire partager à vos amis qui sont au Japon, tentez plutôt la voie postale. Dernière question parmi toutes celles de Peltis qui était assez intéressante, c'était est-ce que j'ai déjà assisté à une manifestation sportive, un match, et qu'est-ce que j'en avais pensé? Alors ça fait très longtemps, mais quand j'étais touriste, j'ai assisté à un match de baseball et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors personnellement, je déteste le baseball, hein, j'y comprends rien, je trouve ça ennuyeux à mourir, mais bon, l'ambiance était vraiment formidable. C'était très bon enfant, c'était familial, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait toutes les tranches d'âge et il n'y avait pas d'ultra. Il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de chants racistes, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment peace and love. Donc c'était une très bonne expérience, et même moi qui déteste le baseball, j'ai passé un très bon moment. Donc si on vous propose un jour ou que vous avez l'occasion d'aller voir un match de baseball ou de football au Japon, je vous conseille vivement d'y aller, vous passerez un très bon moment. Voilà pour cette partie sur mes expériences et mon opinion sur quelques trucs au Japon. On va maintenant passer justement à la vie au Japon au quotidien et les aspects de la vie au Japon. Me pose une question sur les démarches administratives quand on vient au Japon ou quand on habite au Japon. Alors ça m'a jamais posé problème, j'ai jamais eu de mauvaises expériences ou de gros soucis vis-à-vis des démarches administratives et des formalités. Pour le visa étudiant quand je suis venu, c'est l'école ou une société intermédiaire qui s'en était occupée, qui m'avait demandé tel ou tel papier, donc ça avait été vraiment très simple. Ensuite, pour faire ma carte de résident, ma carte de retraite ou ma carte My Number il n'y a pas très longtemps, la carte My Number c'est comme une carte d'identité si vous voulez au Japon, ça a été à chaque fois très simple, hein. Je suis venu avec les papiers qu'il fallait, j'ai très peu attendu et il n'y a eu aucun problème vraiment, donc les démarches administratives, je pense que c'est vraiment pas un problème au Japon. Antoine me demande ce que mangent les Japonais tous les jours, et effectivement, comme il l'a dit, on mange pas des ramen et des okonomiyaki tous les jours. C'est très bon, hein, mais on n'en mange pas tous les jours. Je vais simplement te dire ce que je mange chez moi. Alors ma femme cuisine et elle adore la cuisine occidentale aussi, donc on mange souvent des plats français ou occidentaux. Elle fait des quiches, on mange du couscous, on mange des pâtes, elle fait des pizzas. Mais on mange aussi du kare, c'est du curry japonais, mais ça ressemble pas du tout au curry indien, hein. On mange de la nourriture chinoise, par exemple chinjaros ou hoikoro. Après, on mange de temps en temps des tempura, de temps en temps des somen. Bien sûr, on mange aussi de temps en temps des plats un peu plus japonais à base de poisson, avec de la soupe miso ou du tanjiru par exemple. Mais voilà, c'est très varié, on mange un peu de tout. Alors j'en profite pour faire une petite publicité à une de mes élèves qui s'appelle Yoko et qui a une chaîne de cuisine où elle apprend en français des recettes de cuisine japonaise. Donc si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description, allez voir sa chaîne, vous pourrez ainsi cuisiner japonais à la maison. Tom m'a posé plusieurs questions très intéressantes sur le handicap au Japon. Est-ce qu'il y a des aides sociales? Quelle est la vision de la société? Et quelle est la place des personnes en situation de handicap? Donc je vais te répondre de façon très superficielle par rapport à ce que j'ai vu moi en étant ici. Pas très loin de chez moi, il y a une association qui accueille des personnes en situation de handicap et notamment des jeunes personnes en situation de handicap. Alors est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'il y en a partout au Japon? Je ne saurais pas te dire. Pour les aides sociales et les allocations, j'ai cherché un petit peu sur internet suite à ton commentaire et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'aides en fonction du handicap, que ce soit du handicap psychologique ou du handicap physique. D'après ce que j'en ai vu, les montants semblent varier en fonction des villes et en fonction des régions, mais voilà, je pourrais pas t'en dire plus, il y en a, mais
j'en sais pas plus. Ah, il demande aussi si les Jeux paralympiques ont amélioré un peu la situation et la prise de conscience par la société. Alors malheureusement, j'ai envie de te dire que non, parce que les Jeux paralympiques ont été médiatisés, mais il y a vraiment beaucoup moins de monde qui les ont regardés. Ça a un peu intéressé les gens pour découvrir de nouveaux sports, mais je pense pas que ça ait éveillé une conscience sur le problème des personnes en situation de handicap. Pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus au Japon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Déjà, dans toutes les gares, vous avez des bandes jaunes au sol qui sont faites pour les personnes malvoyantes, donc elles peuvent suivre ces bandes jaunes et se diriger sans problème dans les gares. D'ailleurs, à la gare de Yokohama, je vois souvent des personnes malvoyantes ou non-voyantes, je ne sais pas exactement, mais qui se dirigent dans la gare grâce à ces bandes jaunes et avec leur canne. Et c'est quelque chose que personnellement, j'avais jamais vu en France. Alors, ça dépend peut-être des villes, mais en tout cas, moi, à Marseille, j'avais jamais vu une personne non-voyante marcher seule dans la rue. Alors qu'ici, ça arrive souvent. Pour les personnes en fauteuil roulant, il faut savoir qu'il y a des ascenseurs dans toutes les gares où les fauteuils roulants peuvent rentrer. Alors, c'est peut-être pas le cas dans 100% des gares japonaises, mais dans toutes les gares que j'ai vues à Yokohama, c'est le cas. Donc, si vous êtes en fauteuil roulant ou qu'une personne dans votre famille est en fauteuil roulant, vous pouvez très bien venir visiter le Japon avec. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Et même pour prendre le train, il n'y a aucun problème. Quand vous êtes en fauteuil roulant, vous avertissez le personnel de gare. Une personne vient pour mettre une espèce de petite passerelle pour vous aider à monter dans le train. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, vous signifiez au personnel de gare à quelle station est-ce que vous allez descendre et il contacte son collègue à la station où vous allez arriver et quand vous arrivez, le collègue est là et il met la petite passerelle pour vous aider à descendre. Donc voilà, d'après mon opinion, encore une fois, je connais personne en situation de handicap, mais de ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap au Japon. On revient à une question de Nerlinana qui me demande si j'ai déjà ressenti le tatemae, c'est-à-dire la façon qu'ont les Japonais de ne pas dire clairement les choses ou de cacher un peu ce qu'elles pensent. Alors personnellement, non, dans mon travail et dans ma vie personnelle, jamais, mais je sais que c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans la société, mais surtout entre Japonais. Voilà, en tant que Français, en tout cas, ça m'a jamais choqué. On arrive à la dernière question, question de Cosmo qui demande si la situation du vieillissement au Japon est quelque chose qui est vécu comme une fatalité et est-ce qu'il y a des choses qui sont faites par le gouvernement notamment pour y remédier. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations, notamment pour la prise en charge des frais scolaires. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est depuis octobre 2019 que le gouvernement prend en charge une partie des frais des écoles maternelles et des crèches pour les enfants donc de plus de 3 ans. Ensuite, les frais d'université, qui sont généralement très élevés, sont devenus gratuits pour les enfants issus de familles qui ne payent pas la taxe d'habitation. Alors c'est un pas dans la bonne direction, bien entendu, parce que les frais de scolarité et les frais liés à l'éducation d'un enfant, c'est une des premières raisons pour lesquelles les couples ne font pas d'enfants au Japon. Alors j'espère qu'à l'avenir, le gouvernement continuera dans ce sens-là en baissant les frais de scolarité ou même en les rendant gratuits pour la majorité des Japonais. Ensuite, il y a aussi des initiatives locales, je ne saurais pas vous dire où, mais souvent c'est à la campagne, mais j'ai lu de temps en temps sur internet que certaines municipalités offraient telle somme d'argent ou prenaient en charge les frais de scolarité des enfants par exemple pour inciter des jeunes couples à venir s'installer et à faire des enfants dans cette ville. Mais voilà, c'est à peu près tout et on a vraiment l'impression que le gouvernement japonais ne s'inquiète pas trop du vieillissement et en tout cas il ne fait rien de visible pour lutter contre ça. Voilà pour aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, mais si ce type de vidéo vous plaît et qu'il a du succès, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis j'essaierai d'en refaire régulièrement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie énormément et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, que ce soit dans ce format ou dans les formats dont j'ai parlé tout à l'heure. Allez, à bientôt!